Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de l'ordre des médecins et vous allez très vite comprendre que ce n'est pas juste un rouage administratif, c'est le garant de tout un système où les laboratoires pharmaceutiques, la bureaucratie profonde et Big Pharma se serrent vraiment les coudes pour imposer leur volonté, vendre leurs médicaments et surtout museler tout esprit critique. Cette vidéo va être longue, très longue, mais elle va recouper beaucoup de témoignages de quelques-uns des très nombreux docteurs radiés, suspendus, punis pour avoir osé défier l'autorité suprême des vichistes derrière chaque sentence prononcée. L'ordre protège les siens, même au cœur de véritables scandales sexuels sur des mineurs, par exemple, ou des scandales financiers jamais sanctionnés. Préparez-vous à voir ce que l'institution est prête à sacrifier pour préserver leur monde et surtout leurs privilèges. Et pour l'instant, on va retracer l'histoire de l'ordre des médecins avec le docteur Gérard Delépine, chirurgien orthopédiste. Avant la dernière guerre mondiale, il n'y avait pas d'ordre des médecins et la médecine en France s'en portait très bien. L'ordre des médecins a été créé par Vichy. Et l'une de ses toutes premières manifestations a été de dénoncer les médecins juifs et de les exclure de la profession. Une de ces ordonnances aussi ultérieures a été de demander à tous les médecins français de dénoncer les blessés par balle à la police. C'était pour récupérer les résistants. Donc, il y avait en quelque sorte un passif très lourd de l'ordre dès sa création. Oui. Il a d'ailleurs été supprimé lors de la Libération, mais le pouvoir l'a recréé quelques années plus tard parce que c'est commode d'avoir un gendarme de la profession. Tous les pouvoirs se méfient des gens libres, et en particulier des professions libérales. Et pour faire obéir les professions libérales, on a doté l'ordre d'un pouvoir juridictionnel exceptionnel. C'est un tribunal d'exception. C'est là où il s'impose absolument de supprimer soit l'ordre des médecins, soit au minimum ce tribunal exceptionnel. On a supprimé le tribunal des forces armées, mais pas celui de l'ordre des médecins. C'est absolument scandaleux. Oui. Non, les casseroles, en quelque sorte, de l'ordre sont très nombreuses et depuis de nombreuses années. Donc le docteur Gérard Delépine et sa femme, la docteure Nicole Delépine, n'ont pas encore été radiés de l'ordre des médecins. Toutefois, Gérard Delépine a été visé par une plainte disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins et Nicole Delépine a reçu un blâme car elle n'a pas été assez gentille avec la doxa dominante. Et tout ça, notamment pour leur prise de position contre les politiques sanitaires de la période Covid sur les masques, vaccinations et hydroxychloroquine. Et donc le docteur Gérard Delépine parlait des très nombreuses casseroles de l'ordre des médecins. Alors, en voici une. Sur les hauteurs de Marseille, une demeure de 318 mètres carrés, avec piscine et vue dégagée. C'est le siège de l'Ordre des médecins en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui compte ici seulement 3 salariés. Cette propriété a coûté plus de 2 800 000 € à l'achat et en travaux, dont 72 000, rien que pour la piscine. Cette dépense fait tiquer la Cour des comptes, qui évoque dans son dernier rapport une gestion dispendieuse de l'Ordre des médecins, l'organisation professionnelle chargée de les représenter. Son président en conteste. Ça n'est pas dispendieux dans la mesure où il faut accueillir correctement les interlocuteurs de l'ordre. L'ordre, c'est une structure chargée par la loi de représenter la profession. Ça se fait pas dans une cabane de chantier au fond d'un terrain vague. Le représentant de l'ordre dans la région a tout de même décidé de déménager. Le rapport de la Cour des comptes ausculte les 85 millions d'euros de budget annuel de l'ordre des médecins, qui tire ses ressources des cotisations obligatoires des 300 000 praticiens de France. Que fait-il de tout cet argent ? La Cour pointe les indemnités versées aux élus de l'ordre, officiellement bénévoles. Jusqu'à 9 000 € bruts par mois. Les magistrats s'en étonnent, mais c'est légal, rappelle l'ordre. Les sages dénoncent aussi des remboursements de frais abusifs. Comme ce médecin, qui jusqu'à l'an dernier, pour venir siéger à l'ordre à Paris, établissait des factures de 200 € pour chaque nuit passée dans son appartement de la capitale. En tout, 29 520 € de remboursement sur 3 ans non déclarés au fisc. Un courrier du Conseil de l'ordre, adressé à ce médecin en 2015, montre que l'institution ne contrôlait pas ces factures. Notre structure ne procédera à aucune vérification. Depuis l'an dernier, l'ordre ne rembourse plus que les nuits à l'hôtel. Ce rapport de la Cour des comptes confirme les doutes du docteur Bernard Coadou sur cet ordre que les médecins n'osent guère critiquer car il a le pouvoir de leur interdire d'exercer. C'est vrai que c'est une institution qui fait peur, c'est un lobby puissant, si vous vous affrontez à lui, c'est quand même à vos risques et périls.
Voilà, je pense que tout est dit. À partir de maintenant, je vais simplement présenter les différents intervenants qui vont suivre. Donc, pour le prochain, c'est le docteur Louis Fouché, condamné en novembre 2023 à une interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant 3 mois pour ses prises de position pendant la période Covid. C'est une sorte de délégation de service public en vue d'essayer de maintenir une espèce de cohésion confraternelle au sein de la corporation médicale. Pas du tout. Il y a une police politique en charge de défoncer tous ceux qui vont contre la doxa dominante des médias et de l'industrie pharmaceutique. De Big Pharma, ouais. Point à la ligne, avec un budget de 69 millions d'euros, dont nous les dotons nous-mêmes. C'est un truc de fou, quoi. Donc, on donne l'argent à nos propres bourreaux pour, à la fin, faire un travail qui n'a aucun sens. Le suivant est le docteur Loridane, chirurgien digestif ayant été condamné à 3 mois de suspension pour ses prises de position pendant toute la période Covid. De toute ma carrière de médecine et même depuis que j'étais étudiant, j'ai jamais entendu parler en bien du Conseil de l'Ordre des médecins. Ça a toujours été la première chose que j'en ai entendu, c'est on parlait pas de Conseil de l'Ordre, on parlait des vichistes. C'est-à-dire un petit peu dans quel état d'esprit la plupart de mes collègues aînés dans cette profession par rapport à moi tenaient cette instance. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il n'y a strictement plus aucune indépendance. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance d'une chambre à l'autre. Il faut savoir qu'il y a le conseil départemental, des conseils régionaux, des conseils nationaux, oui. Et ils s'élisent les uns les autres également. Donc, on n'a aucune indépendance de justice là-dedans. Et quand on passe au conseil national, on sait très bien que, à de rares exceptions près, comme c'était arrivé il y a 2 ans au professeur Perron, mais sinon, les sanctions sont maintenues, voire parfois alourdies. Le suivant est le professeur Didier Raoult, qui a été interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans à partir du 1er février 2025, alors qu'il est à la retraite. Le Conseil de l'Ordre, bon, ça n'a jamais été le rôle, est devenu la courroie de transmission des ordres du gouvernement et il punit tous les gens qui n'obéissent pas aux consignes du gouvernement. Vous savez, si vous voulez savoir, là aussi, si je peux vous recommander un 2e livre qui avait beaucoup scandalisé Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, ce qui est plutôt un compliment, il faut lire Le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler. Ouais. Montrer ce que c'est, une autre forme de ce que c'est la pression. Donc, vous avez la pression chez les nazis, la pression chez les staliniens. Il vous explique très très bien que même d'ailleurs, la moindre critique ou le moindre commentaire remettrait en cause l'ensemble de toutes les... tout le système. Tout le système, et pour sauver la population, parce qu'on a... vous vous rendez compte, moi je suis bien d'accord, comment les médecins ont accepté de ne pas voir les malades, de ne pas les recevoir, vous vous rendez compte, de ne pas les recevoir. Prenez du Doliprane et restez chez vous et attendez d'être sur le claquant. C'est les consignes de l'État, ça, et les gens ont obéi. Et attendez, le meilleur reste à venir. Il y avait une loi que voulait poser Darmanin, je ne sais pas où elle en est, dans lequel il punirait le fait de dire scientifiquement ou médicalement qui n'est pas ce que dit le gouvernement d'une amende de 15 000 euros de peine de prison. Oui, c'est pas mal ça. Donc c'est, si vous voulez, je ne sais pas s'il a existé dans notre histoire de contraintes, d'obligation de plus communiquer sur la version officielle de la science dans toute l'histoire de notre pays. Je ne crois pas. Donc c'est qu'on est arrivé à un degré de dictature qui est invraisemblable. Ça a existé dans les pays communistes sous Staline. Le suivant est Maître Fabrice Divisio, un avocat médiatisé durant toute la crise Covid pour toutes ses positions anti-pass sanitaire et anti-vaccin, qui a été sanctionné à plusieurs reprises par le Conseil de l'Ordre des avocats. Et oui, encore un nouvel ordre. C'est véritablement un problème. Et tandis que Olivier Véran, lui, lorsqu'il a vacciné la secrétaire d'État qui était enceinte, j'avais saisi l'ordre en disant « Attendez, il y a une violation du secret médical, là, d'où est-ce qu'il vient vacciner devant les caméras, tout ce que vous voulez ?» Bref, l'ordre m'a répondu « Non, 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 il n'est pas médecin, il est ministre. » Donc voilà qu'il a vacciné en tant que ministre. Vous voyez cet ordre des médecins qui fait exactement ce qu'il veut, qui accorde l'impunité à l'un et qui à l'autre vient effectivement le poursuivre et le faire condamner. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans mon propre procès disciplinaire, où moi, on me nie la qualité de débatteur public. On me dit non, non, vous n'êtes pas un débatteur public, vous êtes avocat. Mais à qui appartient-elle? À qui encore appartient-il de dire si je suis un débatteur public ou non? C'est certainement pas à la juridiction ordinale de venir dire si je suis un débatteur public. Moi, je dis, je me suis exprimé en qualité de débatteur public, candidat à une élection. On me répond, non, c'est pas vrai. Mais qui êtes-vous pour me dire non, c'est pas vrai? Vous voyez comment la morale
dite professionnelle, prend le pas sur le droit commun. Et maintenant, on va écouter le journaliste Mathieu Boccoté sur la suspension d'un gynécologue pour des raisons plus que douteuses. Donc je rappelle la scène pour qu'elle soit bien comprise. Un homme se présente avec sa compagne, qui était autrefois un il, mais qui est devenu un elle entre-temps, et qui est en transition chez un gynécologue. Et là, il présente son état donc à la secrétaire. Le médecin dit « Je ne suis pas compétent. Si vous pouvez vous représenter comme une femme ou comme un elfe ou comme un zèbre, j'en sais rien. Mais vous pouvez vous représenter comme une femme, c'est très bien. Mais ma compétence, moi, c'est pour les femmes biologiques. Si vous n'êtes pas une femme biologique, le terme est un peu répétitif en passant. Théoriquement, on devrait juste dire femme, mais bon, une femme à l'ancienne, une paléofemme. Donc, si vous n'êtes pas une femme biologique, vous n'êtes pas dans mon domaine de compétence, je suis désolé. Mais je peux vous conseiller des gens qui sont très doués, qui peuvent s'occuper de votre cas. Comment est-ce interprété par le couple en question comme un geste transphobe? Comme un geste transphobe, et dès lors, qu'est-ce qu'il y a? Plainte aux associations en lutte contre la transphobie ou l'homophobie, ainsi de suite. Donc, ne pas soigner, refuser de soigner parce qu'on ne se sent pas compétent est désormais un geste transphobe. Et par ailleurs, on appelle au Conseil de l'Ordre des médecins, et là, l'histoire traîne pendant quelques mois, on en avait déjà parlé ici. Et là, on voit le jugement, entre guillemets, qui est rendu, la décision. 6 mois de suspension, dont 5 avec sursis. Très concrètement, ça veut dire que des femmes qui ont cet homme, Victor Acharian, comme médecin, vont être privées de leur gynécologue pendant 1 mois parce que monsieur a dit « Je suis désolé, je soigne madame et non pas monsieur devenu madame ». Bon, donc, il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'on est devant une confirmation d'une médecine colonisée par l'idéologie. On dit quelquefois la médecine est à l'écart des débats idéologiques. Pas du tout. La médecine est aujourd'hui un terrain de conquête par cette idéologie. C'est le cas de la psychiatrie, c'est le cas de la gynécologie. On pourrait dire plus largement, c'est le cas de la biologie. On voit aussi là-dedans ce qui est le cas de l'autoreprésentation tyrannique. Je me décrète femme, si vous ne me reconnaissez pas comme femme, vous pratiquez la discrimination. Ce que disait Charlotte très justement hier à Aurore Berger, en lui disant « Mais vous ne pensez pas qu'il y a une dérive de cette lutte aux discriminations aujourd'hui? » Je précise que ce n'est pas une exclusivité française. Des histoires comme celle-là, on en voit aussi en Amérique du Nord. Je suis de ceux qui croient, et c'est pas du conspirationnisme, qu'on peut penser que les médecins sont testés aujourd'hui pour voir qui va accepter sa soumission idéologique à cette idée de accepter de considérer cet homme comme femme s'il prétend être femme. Et donc ça, je pense qu'on est devant une volonté de tester pour voir qui va céder devant cette offensive idéologique. Et le résultat de cela, je le redis parce que c'est important, c'est que des femmes seront privées de médecins pendant 1 mois parce que monsieur ne pourra pas, tout simplement, le docteur ne pourrait pas pratiquer pendant 1 mois parce qu'il a refusé de se soumettre à un dogme qui relève de la fake news. Donc voilà, donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et on va passer tout de suite avec le journaliste Serge Garde sur les scandales sexuels protégés par l'Ordre des médecins. Mais pourquoi on ne parle jamais de la France comme d'un pays où une centaine de médecins généralistes ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour avoir fait des signalements? D'ailleurs, de ce point de vue, j'ai beaucoup apprécié que le pape François ait nommé dans la commission pontificale sur ces questions-là le docteur Catherine Bonnet, qui a été condamné à 9 années d'interdiction d'exercice pour avoir fait des signalements. Et on ne parle jamais du Conseil de l'Ordre, et on ne parle jamais des médecins. Et on s'interroge pourquoi il y a si peu de signalements. Dans l'affaire d'Outreau, il n'y a pas eu un signalement de la part des médecins, alors que les gosses étaient hospitalisés. Comment expliquer ça? Quand est-ce qu'on en parle? Et on passe à la docteure Eugénie Izard, pédopsychiatre à Toulouse, condamnée en décembre 2020 par la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins à 3 mois de suspension d'exercice pour avoir signalé des suspicions de maltraitance infantile à un juge des enfants. Je suis pédopsychiatre. J'ai des témoignages et je reçois des témoignages assez durs et même très durs sur des maltraitances. J'en parle à une juge pour enfants. Eh bien, l'Ordre des médecins me dit que je dois être interdit d'exercer pendant un temps. Vous dites c'est pas possible? Oui, c'est possible. C'est arrivé à une pédopsychiatre de Toulouse, le docteur Eugénie Izard. Pour ceux qui ne connaissent pas cette instance disciplinaire, je préciserai que l'Ordre des médecins est une juridiction totalement indépendante, qui est dirigée par des médecins et chargée de sanctionner ceux qui ne respectent pas le code de déontologie. Les sanctions peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive
d'exercer la médecine. Que s'est-il donc passé pour que j'en arrive à une telle condamnation? Cela a commencé en 2015, quand j'ai signalé les allégations de maltraitance qu'une enfant que je suivais en psychothérapie m'avait révélées. Je n'ai pas fermé les yeux, malgré le fait que son père était médecin et que c'était lui qu'elle accusait. S'en est suivi alors plusieurs années de pression et je n'ai pas peur du mot, de représailles. Et on passe à Carl Zéro qui va nous parler du scandale sexuel sur mineur du docteur Le Squarnec, protégé encore par l'ordre des médecins. Le Squarnec, le chirurgien qui a quand même violé, il a violé 312 enfants alors qu'ils étaient semi-comateux à cause de l'anesthésie. Alors il les violait soit sur la table d'opération, soit en salle de réveil. Donc c'est lui, évidemment, le premier coupable. Mais le but de l'enquête et le but de cette couverture de l'envers des affaires sur le Squarnec, c'est de dénoncer le silence, l'omerta autour, c'est le cas de le dire, l'omerta autour des agissements de cette ordure. Parce que ce monsieur a pu faire ça impunément, alors qu'il avait été signalé dès 2004, il avait été condamné à 4 mois de sursis pour détention d'images pédopornographiques, suite au signalement du FBI. C'est même pas les Français qui ont dit « Tiens, le Squarnec est bizarre ». Non, c'est le FBI qui a repéré une sorte de réseau pédocriminel qui se nourrissait d'images pédopornographiques de 2400 personnes en France, parmi lesquelles Joël Le Squarnec. Donc du coup, il s'est fait attraper, il a été jugé par le tribunal de Vannes, vite fait, bien fait, il a pris 4 mois avec sursis, et s'en est resté là. Et là où ça devient intéressant, et que ça va... Vous allez voir que ça a un lien avec l'affaire de Betaram, qu'on reproche aujourd'hui à François Bayrou, entre autres, d'avoir couvert, en tout cas ce silence qui hurle, il est le même dans l'affaire de Le Squarnec. Parce que, normalement, quand un médecin comme ça, pédiatrique en plus, chirurgien pédiatrique, qui s'occupait d'appendicite, quand un mec comme ça tombe, le tribunal est obligé d'informer l'ordre des médecins. Déjà, il y a un dysfonctionnement, bizarrement, ils ne sont pas mis au courant. Un oubli. Un oubli. Et c'est souvent comme ça, dans ces histoires-là, c'est toujours « Ah ben non, mais c'est une connerie, désolé ». Mais en fait, de conneries, ça va quand même un médecin qui s'occupe d'enfants, qui est tout le temps fourré devant des sites pédopornographiques et qui il ne produit pas lui-même d'images, mais il les héberge et d'autres peuvent les voir et ainsi de suite. Donc c'est quand même suffisamment grave pour qu'il soit radié, qu'on prévienne l'ordre des médecins. Bon. Finalement, on ne prévient pas l'ordre des médecins. Mais 2 ans plus tard, l'ordre des médecins, sur un signalement d'un psychiatre qui travaille dans le même hôpital que le Squarnec, va être prévenu. Et l'ordre des médecins, là au niveau départemental, va décider de le recevoir. Ils le reçoivent et ils le trouvent finalement formidable, très utile, très sympathique, très bon chirurgien. Ils le conservent. Ils étouffent le truc. Ça monte au niveau régional, même chose, rien ne se passe. Ça monte au niveau national, même chose, rien ne se passe. Il faut rappeler que l'ordre des médecins, dans toutes les affaires de pédocriminalité, à chaque fois qu'il y a un signalement d'un médecin par rapport à tel ou tel de ses patients en disant « je pense que là il y a pédocriminalité », le médecin en question se fait suspendre. Combien ai-je d'amis médecins, je pense à Eugénie Izard, des pédopsychiatres, qui se font suspendre 2-3 mois, mis au banc de la société, interdiction d'exercer, parce qu'ils ont signalé. Combien de médecins avec qui j'ai pu parler qui m'ont dit « Ah mais non, mais on préfère ne pas, même si on sait, même si on voit, on préfère ne pas signaler parce qu'on sait qu'on va avoir des emmerdes. » L'ordre des médecins a, de même que l'Église catholique dans Betaram, mais a vraiment une opération main propre à effectuer. Mais l'histoire n'est pas finie. Alors l'ordre des médecins se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait envoyer le truc à la DAS, l'ancêtre de l'ASE, qui s'occupe des enfants, et la DAS décide de s'en laver les mains et de ne rien faire. Et finalement, ça remonte au ministère de la Santé. Au ministère de la Santé, ils se disent il faut faire quelque chose. À l'époque, c'est Xavier Bertrand qui est ministre de la Santé. Eh bien, vous êtes bien assis, rien ne sera fait. Finalement, ça a fait tous les échelons. Des gens qui sont là pour surveiller, pour empêcher un prédateur sexuel d'agir. Surtout, là, c'est un serial violeur, c'est de la folie. Rien n'aura été fait. Donc c'est exactement la même histoire
que ce qu'on vit avec ce truc de Betaram il y a 30 ans, mais qui a perduré au cours des années. Voilà, je vous laisse juger dans les commentaires ci-dessous et on passe de suite à Florian Philippot qui va nous parler de l'Ordre des médecins qui veut imposer à nouveau la vaccination obligatoire des soignants. D'autant que, évidemment, sans surprise, le Conseil de l'Ordre des médecins menace les voix critiques. Interview à BFM TV ce 2 novembre, interview de Stéphane Oustric, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, et voilà ce qu'il déclare. D'abord, il est pour cette obligation, je cite, « Quand on est soignant, on ne doit même pas se poser la question. La vaccination est pour moi le seul médicament où il y a un bénéfice très très largement supérieur aux risques qui existent mais qui sont très mineurs. Ce n'est pas parce que nous sommes médecins que nous sommes protégés. Il ne faut cependant pas se tromper de message. Il ne s'agit pas d'une question de vaccination des soignants. Pour la grippe par exemple, il faut aussi vacciner tous les patients, notamment en EHPAD. Les patients atteints de maladies chroniques, de pathologies cancéreuses, en situation de fragilité ou de vulnérabilité ou de handicap, tous sans exception. Lui, il va plus loin que la loi déjà. Vous voyez bien leur stratégie. Une fois qu'ils auront fait ça, ils iront plus loin, comme le MEDEF. Je cite toujours, ça c'est le président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il ne faut pas oublier le message scientifique pour les soignants. Vous devez être, et vous allez être protégés par la vaccination. Vous ne serez pas à terre, et donc vous serez prêts pour continuer de soigner les gens. Je trouve ça, moi, hyper radical, hyper dur. Et alors, les menaces, c'est la suite de l'interview. Je cite, d'ailleurs, l'Ordre, donc le Conseil national de l'Ordre des médecins, l'a écrit récemment. Dorénavant, nous interviendrons et porterons plainte contre les faux messages portés par les anti-sciences, les anti-vax, les complotistes, qu'ils soient médecins, soignants ou autres. Donc si vous défendez comme nous la liberté vaccinale, on aura ce Conseil de l'Ordre, potentiellement. Voilà. C'est l'application. Et là, on avait raison d'alerter. Vous savez, c'était il y a à peu près 2 ans. Article 4 de la fameuse loi dite sur les dérives sectaires. Le professeur Raoult aussi avait alerté en disant c'est une loi qui interdit le débat médical et scientifique. Eh bien, ils vont l'utiliser. En tout cas, ils menacent de le faire. Et le suivant est Jean-Marcel Mourgue, vice-président de l'Ordre des médecins et surtout VRP des laboratoires pharmaceutiques, qui va nous mentir en direct en affirmant que la vaccination Covid empêchait la transmission du virus. C'est un devoir moral. Un devoir aussi d'exemplarité. Il a été largement prouvé par ailleurs que se vacciner diminue de façon tout à fait importante la contagiosité, c'est-à-dire le risque de transmettre à l'autre le virus. Et qu'est-ce qu'il est de plus essentiel pour un soignant dans le cadre de son exercice professionnel que de ne pas être source de contamination vis-à-vis des patients. Donc cela va sans dire que la vaccination, c'est une question qu'on ne devrait même pas poser en ce qui concerne les soignants. Et oui, c'est un mensonge car on sait tous que ces pseudo-vaccins n'ont jamais été testés pour la transmission du virus. C'est une directrice de Pfizer qui l'avait annoncé devant la Commission européenne. Et on passe de suite à la période Covid avec le docteur Gérard Modru, poursuivi par l'Ordre des médecins qui souhaitait sa radiation pour avoir promu l'usage de l'ivermectine comme traitement contre le Covid. Mais ce qui m'étonne le plus dans cette crise, c'est le fait qu'on ait écarté les médecins, surtout les médecins de première intention, les médecins généralistes qui prescrivent. Ils n'ont plus le droit de prescrire, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils sont aux ordres. Il faut qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire. Et qui est-ce qui leur dit de faire, qui est-ce qui leur donne ces ordres? C'est des gens dont on a vu depuis des mois qu'ils se trompent encore plus que ceux qui ont l'habitude de traiter les patients. Et ils se trompent régulièrement, ils n'arrêtent pas de changer d'avis. Voilà. Mais bon, il faut leur obéir, il faut se taire, avec chaque fois des menaces pesante avec la complicité du Conseil de l'Ordre. Ils ont peur, ils se taisent parce qu'ils ont peur d'être interdits d'exercer pendant quelque temps. Le suivant est le docteur Vincent Roliquet et je le laisse vous expliquer tout l'acharnement de l'Ordre des médecins et de l'État à son encontre. Là-dessus, alors ça, à mon avis, ça m'a coûté cher. C'est l'article de 2020 où j'ai demandé à un président de départemental, de Conseil de l'Ordre, s'il n'y aurait pas des implications médico-légales à ce que les médecins se mettent à vacciner à tour de bras tout le monde avec des vaccins Covid, alors qu'il n'y avait alors je vous rappelle la date, regardez bien, c'est important, 6 décembre 2020, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché européenne.
il n'y a pas de données indépendantes sur le rapport bénéfice sur risque du vaccin Comirnaty. Donc on se retrouve face à un truc qui est un truc de firme où on a vu qu'il y avait énormément de problèmes techniques sur l'analyse. Donc on a très bien compris qu'en fait cette analyse ne pouvait pas être utilisée en tant que médecin indépendant pour déclencher une vaccination mondiale. Et donc j'ai posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de charlatanisme et un problème d'utilisation de produits non complètement éprouvés? Et là, les réponses ont été absolument incroyables. La première réponse, politiquement, alors moi déjà je lui dis, je suis sûr qu'ils vont essayer de vacciner les soignants obligatoirement. Et 2020, vous voyez, j'avais senti le coup venir. Et lui me répond, mais non, ça arrivera jamais. Cette mesure serait contre-productive. Vous voyez. Donc lui m'a déjà dit que ça arriverait jamais. Et 2 ans plus tard, on courait après les blouses blanches. Hein. Et puis alors, il me réécrit. Et il me dit là-dessus, tout citoyen est libre de refuser les soins qui lui sont proposés. Il faut vous souvenir, en 2020, on vous proposait simplement de vous laisser chez vous, peut-être même plus de prendre le train ni le métro, plus de passer au restaurant, terminer les aéroports, plus le droit d'aller dans certaines heures, aller dans les supermarchés. Il était question que ce soit contingenté. Bon. Et puis alors regardez la fin. Il m'écrit quand même, si le vaccin est récent et que le recul est bref. Il y a 0 vaccins de distribuer en Europe et on me dit que le recul est bref. Alors donc je réponds, mais je réponds courtoisement, mais je réponds. Et là, les ennuis ont commencé. Bon, alors je prends un blâme pour exactement la raison pour laquelle on m'a attaqué. C'est ce que Jean-Dominique connaît très bien, c'est l'inversion accusatoire. J'arrive en disant j'ai peur qu'il y ait un problème de charlatanisme avec ce vaccin, et on me répond. Alors, dans cette plainte-là, j'ai pris pour atteinte au respect de la vie et de la dignité de la personne. Fallait y penser. Principe de moralité et de probité, j'ai quand même été retoqué là-dessus. Et puis évidemment concours apporté à la protection de la santé, parce que j'ai mis en doute une directive gouvernementale. Mais moi je suis pas agent de l'État, moi. Je suis un médecin libéral, je fais exactement ce que je veux, j'ai le droit de parler. Bon, en contestant les mesures gouvernementales, s'inscrit en contradiction avec la politique sanitaire. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord, on vous sanctionne. Alors que dans une démocratie, quand on n'est pas d'accord, on le dit. Et puis on s'argumente jusqu'à ce que éventuellement un camp a épuisé ses arguments. Mais pourquoi est-ce qu'on sanctionne celui qui n'est pas d'accord? Donc c'est absolument totalement hallucinant. Et puis alors à la fin, ça recommence. Emprunt de complotisme. Tout ça parce que je dis le vaccin n'est pas documenté, on n'a pas de preuves scientifiques. Alors moi je suis médecin généraliste, c'est pas moi qui vais déclarer qu'une preuve est recevable, mais moi quand je reçois 25 ou 30 articles par semaine, à cette époque-là c'était le rythme, et que tout le monde me dit on n'a rien à publier, on n'a rien à garder, on ne peut rien faire avec ce qu'on nous a donné, tout est faux, tout est bidon, on peut pas démarrer une campagne de vaccination mondiale avec ce qu'on nous donne, eh bien je suis un complotiste. Bon, donc j'ai pris un blâme. Voilà. Alors j'ai pris un blâme que j'ai évidemment. Alors blâme, ça veut dire que moi déjà, comme je suis médecin agréé, que je travaille sur les agents de l'État, je perdais tous mes contrats avec les villes, les hôpitaux. Je perdais 60% de mon chiffre simplement sur toutes les expertises que je pouvais plus faire. Donc déjà, j'ai évidemment interjeté appel. Et c'est suspensif. J'attends toujours d'être jugé. Et puis arrive le jugement pour l'hydrotomie. Je prends 3 ans d'interdiction d'exercice, alors que les 50 autres ont pris entre 0, rien du tout, et un avertissement. Et on en sort un qui fait pas partie de l'association et qui prend 3 ans. Bon. C'est pas tout, parce que mon dossier ensuite est repassé au fisc. Où là, ils ont décidé que puisque je faisais de l'hydrotomie percutanée, ce qui se fait depuis 1907 à Paris, c'est pas du tout quelque chose que j'ai inventé. 1907, on a les écrits. Eh bien, ils ont considéré que j'étais un charlatan, que le charlatan, c'est un peu comme la péripatéticienne ou le diseur de bonne aventure, il doit déclarer sa TVA en tant que généraliste. Et donc, ils sont remontés sur 2 ans et ont dit, vous nous devez 2 ans de TVA. Bon, c'est pas dur, c'est 102 000. Voilà. Alors donc, j'ai pris 102 000 euros d'amende. Alors évidemment, là, je suis tout seul. Je suis charlatan. J'ai plus d'aide de personne. Je peux plus dire à l'EMSIB, aidez-moi à participer à mes frais d'avocat. C'est mort. Puisque je suis tout seul.
isolé, c'est le but. Je ne peux plus avoir le concours de personne puisque je suis seul face à ce qui se fait de pire, une accusation de charlatanisme. Alors, c'est pas fini, hein. Oui, on voulait, mais on pouvait pas. Alors, là-dessus, je prends finalement des avocats qui m'expliquent que la qualification de charlatanisme qui vaut la TVA, ça n'existe pas. C'est-à-dire que je suis médecin avec un diplôme de docteur en médecine et que je fais des soins curatifs. Donc il n'y a pas de discussion, la TVA ne s'applique jamais sur des médecins qui font des soins et en tant que médecin. Et mes avocats ont même trouvé un gars qui est médecin, magnétiseur, et pour lequel il y avait eu un souci, et le magnétiseur, on lui a jamais demandé sa TVA. Voilà. Donc vous voyez, on a imaginé une règle de droit pour me punir d'avoir en fait orchestré la sédition de très nombreux chercheurs, mathématiciens, auteurs, médecins qui ont publié pendant 4 ans les 4 ans du Covid. Alors c'est pas tout. Parce que maintenant, après être passé au fisc, on m'a renvoyé à la sécurité sociale, où la sécurité sociale a dit, mais alors, puisque vous êtes un charlatan, nous, on veut récupérer nos sous. Donc, non seulement j'ai payé de la TVA sur des actes, que je vais aussi devoir rembourser. Alors là, c'est 1er octobre, j'attends entre 50 et 100 000 euros d'amende, parce qu'ils vont récupérer les sommes que j'ai touchées pour soigner, et les médicaments que j'ai utilisés pour guérir mes patients. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est là. Si, encore une, normalement. Voilà. Quoi encore demain? Encore une fois, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si je suis un charlatan, si je suis un fraudeur, voleur, encore une fois, j'ai volé le fisc, mais j'ai volé la sécu. Pourquoi est-ce que je ne suis pas déféré devant un tribunal authentique, face à des juges authentiques? La réponse, elle tombe d'elle-même. C'est qu'évidemment, devant un juge, avec un dossier aussi foireux et tout vide, les gars vont s'excuser et je vais repartir tranquille. Mais donc, il faut me garder sous la main des uns, des autres, etc. Et puis me découper en tranches, sécu d'un côté, impôt, conseil de l'ordre, voilà. Donc j'attends donc ma condamnation au niveau de la Sécu, elle sera financière. J'attends les 2 condamnations ordinales, dont l'une, faut pas se leurrer, quand on prend 3 ans d'interdiction d'exercice, on sort pas avec rien. Donc je vais être obligé de quitter la France, évidemment, puisque je ne peux plus travailler. J'ai que 60 ans, j'ai encore 7 ans à travailler. Donc voilà la machine qui broie toujours plus, alors qui évidemment me ruine. Donc qui m'empêche de m'installer correctement dans un pays étranger parce que j'ai plus d'argent. Donc vous voyez, voilà. Et on peut pas faire une cagnotte en disant reliquat, on va l'aider parce que c'est interdit. Hein. Et puis la MSIP peut pas m'aider parce que l'MSIP c'est pas son objet social. Donc voilà, on est dans une machine qui marche bien, qui est assez bien huilée et qui pose des problèmes insurmontables aux uns comme aux autres. Mais vous voyez bien, avec tout ce qu'on a vu déjà depuis ce matin, chaque lanceur d'alerte a son traitement personnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ils ont tous reçu la même chose. Non, ils ont tous été traités différemment. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire d'amalgame, vraiment. Voilà. Et alors moi j'attends, encore une fois, quoi encore demain? Moi je ne suis pas du tout certain que mes emmerdements sont finis. J'attends qu'on monte un dossier complètement débile, foireux contre moi, un truc pervers, dégueulasse, qui sera éventuellement une histoire de droit commun, un truc de mœurs, immonde, n'importe quoi, puisque ça marche, et puis parce que c'est surtout souvent fait. Donc on se laisse pas faire, évidemment. Hein. Si je vous parle de tout ça, ça va être repassé sur les réseaux, etc. Mais c'est pour dire que je ne m'arrête pas de travailler. Évidemment, je reste à mon poste de rédacteur en chef. Je redemande à ce qu'on me reconfie l'année prochaine 1 an d'exercice parce que je veux continuer à aider à ce que la vérité se circule avec le peu de moyens qu'on a. Voilà, je vous remercie. Le suivant est le docteur Philippe Labresse qui a été condamné à plusieurs reprises jusqu'à 42 mois de suspension cumulée, dont des mois fermes et d'autres avec sursis. Très brièvement, j'ai été radié de l'Ordre des médecins il y a quelques années, à l'époque où je présidais la branche française d'une association internationale qui combat les abus psychiatriques. Et je dis bien les abus psychiatriques, pas la psychiatrie. D'ailleurs, elle a été cofondée par un professeur émérite de psychiatrie. Voilà, donc j'avais été radié à vie, puis ça a été commué en 1 an de suspension.
Pour justifier l'année de suspension, l'Ordre des médecins a été obligé d'écrire des contre-vérités parce que j'avais soigneusement verrouillé chacun des dossiers dans lesquels j'étais intervenu, toujours de façon très déontologique et confraternelle. Par contre, pour m'opposer à des soins, entre guillemets, sous contrainte qui violaient un certain nombre de principes. Donc radiation à vie commuée à 1 an de suspension que j'ai effectué, mais j'ai démissionné de l'Ordre des médecins à ce moment-là en disant si vous cautionnez les pratiques que moi j'ai condamnées, on n'a pas la même conception de la médecine et la même vision de la médecine, donc j'ai démissionné de l'Ordre. Et puis pendant 2 ans, j'ai fait le médecin naturopathe. Puis j'ai voulu me réinscrire. Là, le président du conseil départemental, qui à l'époque était venu lui-même demander ma tête devant les instances régionales, s'est opposé à ma réinscription au motif que pendant les 2 ans où j'avais été naturopathe, j'avais continué à aider des gens. Donc j'étais, ouvrez les guillemets, immoral et je ne possédais pas les conditions de moralité pour être réinscrit. Donc là, j'ai dû faire pression, en l'occurrence, parce qu'il y avait des courriers dans mon dossier que des présidents échangeaient entre eux en se disant cette fois-ci, t'inquiète pas, la braise, on l'a eu, cette fois-ci, il est cuit. Voilà, donc j'ai dû expliquer à ces gens-là que ça ne pouvait pas se passer comme ça, que c'était de l'abus de pouvoir. Très brièvement, j'ai dû leur expliquer que j'allais faire une grève de la faim et que si on ne me rendait pas mon droit d'exercice, comme je suis un gars très déterminé, j'allais casser ma pipe, mais qu'après, ce serait une action pénale de ma famille contre ces gens-là pour qu'ils répondent de leurs actions. Leur travail de destruction et de sable n'allait plus se faire en retrait, sous couvert de l'ordre, mais que c'était des individus nominalement qui seraient mis en cause. Et là, de façon surprenante, très rapidement, je n'étais plus immoral et j'ai été réinscrit. Donc, j'ai repris la médecine. J'ai été suspendu une seconde fois. En fait, donc j'ai écopé de 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis pour un motif intéressant. Parce qu'il faut, vous, citoyens, que vous sachiez qu'on peut être sanctionné en tant que médecin quand on essaie de sauver des vies. Et en l'occurrence, je suis intervenu dans un dossier appelé par des proches d'une dame âgée qui était en service de soins palliatifs et qu'on laissait agoniser comme un chien. Son médecin l'avait laissé chez elle pendant 4 jours avec une occlusion intestinale, avec du Doliprane. Donc, vous avez tous entendu parler du Doliprane. Vous savez que c'est un médicament que certains aiment beaucoup. Donc, bien évidemment, elle avait fait une occlusion, elle avait été opérée en catastrophe et derrière, elle avait fait une infection. Et les confrères avaient décidé qu'à 80 ans, avec une infection qu'ils ne savaient pas contrôler, elle pouvait mourir. Ils l'avaient transférée en soins palliatifs, sans d'ailleurs toutefois dire à la famille que transfert en soins palliatifs voulait dire arrêt des traitements curatifs et qu'on poussait la patiente vers la mort avec de l'eau et de la morphine. Donc, je suis allé voir la consoeur, je lui ai brièvement expliqué que quand des infections échappaient à toute antibiothérapie, il y avait quelque chose qui pouvait encore être fait, qui était d'une efficacité remarquable et qui avait sauvé de nombreux patients. C'était les perfusions de vitamine C à forte dose. C'est un sujet que je connais depuis le début de mes études de médecine, plus de 45 ans, et j'utilise et j'applique ça beaucoup. Donc, ma consoeur m'a fait croire qu'elle était intéressée. Moi, j'ai fait une petite dose à la patiente. D'ailleurs, je l'ai fait 2 fois 3 grammes, alors qu'elle aurait mérité d'avoir beaucoup plus que ça. Cette patiente qui parlait plus depuis 2 mois, l'entourage a témoigné en ma faveur. Au bout de la 2e perfusion de vitamine C, elle avait les yeux grands ouverts dans son lit. Elle plaisantait. Elle demandait à manger ses tricots. On peut considérer que c'était une évolution favorable. Eh bien, le 3e jour, on m'a empêché de continuer les soins. Il y avait un vigile devant la porte. L'hôpital a signalé mes agissements. Et l'Ordre des médecins qui s'est dit chic, on a raté le docteur Labraise la fois précédente, cette fois-ci, c'est bon pour lui, m'a poursuivi et m'a condamné à 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis. Pour information, pour faire ça, pour arriver à ça, les instances ordinales et toutes les juridictions qui m'ont jugé, y compris le tribunal administratif que j'avais saisi pour porter plainte contre ma consoeur, etc., ont violé quelque chose qui est important, qui s'appelle l'article 40 du Code de procédure pénale, qui dispose que toute autorité constituée, quand elle a connaissance de la commission d'un délit ou d'un crime, doit saisir le procureur de la République. Or, dans mes propres écrits et dans ceux de mon avocat, docteur en droit pénal, on avait souligné que les modalités d'arrêt des traitements curatifs violaient les dispositions qui régissent l'arrêt de ces traitements curatifs. Dès lors, c'était à minima un délit, voire un crime, et les instances ordinales auraient dû saisir le procureur de la République, ce que chacune d'entre elles s'est bien évidemment gardée de faire. Pourquoi ? Parce que si la vraie justice était intervenue, elle aurait investigué correctement, elle aurait mené une instruction soigneuse, et elle aurait fait apparaître une vérité évidente, c'est que j'étais intervenu à l'appel de proches pour essayer de porter assistance à une personne en extrême danger et que ce faisant, j'avais juste fait ce qu'on attendait d'un médecin et d'un citoyen d'ailleurs.
Donc ça, c'était ma deuxième condamnation. Et la troisième condamnation, elle est intervenue plus récemment dans le cadre de la crise Covid. Moi, j'appartiens à une association qui s'appelle la FL3C, Frontline COVID-19 Critical Care. C'est une association qui a été créée par des professeurs américains qui sont des sommités. Le professeur Merrick, en 2017, il était médecin de l'année aux États-Unis et c'est le second auteur le plus cité au monde en matière de soins intensifs, quand même. Le professeur Meduri, c'est le premier auteur le plus cité au monde en ce qui concerne le traitement des pneumopathies par la corticothérapie. Et ces deux confrères avaient développé, et d'autres d'ailleurs, le docteur Corey, etc., avaient développé des protocoles de traitement des formes graves de Covid qui leur permettaient d'avoir 6% de mortalité, quand en France, au même moment, on était à 18% et entre 18 à 22% dans le reste de l'Europe. Et pour avoir diffusé ces informations, non pas auprès du public, mais auprès des médecins, des associations de médecins urgentistes, réanimateurs, des autorités sanitaires, j'ai écopé de 6 mois de suspension. Vous voyez, on peut sauver 3 fois plus de malades et un médecin le dit et essaie d'alerter, 6 mois de suspension. Et le motif est intéressant, j'allais dire presque comique, parce que j'aurais manqué de prudence. Donc, en diffusant auprès de médecins, c'est-à-dire des gens qui avaient la compétence pour apprécier la pertinence des informations que je leur donnais ou pas, des protocoles de soins qui émanaient de gens qui sont des sommités mondialement connues et respectées et qui reposaient sur l'administration de molécules qu'on connaît, la vitamine C à forte dose, l'hydrocortisone, etc., j'aurais manqué de prudence. Mais là où je trouve ça comique, c'est que les médecins qui se sont succédés sur les plateaux de télé, les autorités sanitaires, les instances ordinales qui, eux, ont largement promu l'injection d'un produit expérimental. Donc, sans jamais mettre en garde, alors que le Code de la santé publique dispose qu'un patient doit être informé des effets graves ou fréquents normalement prévisibles des thérapeutiques qu'on se propose de l'administrer. Eux qui ont singulièrement manqué de prudence ont fait ce que vous connaissez bien, qui est une inversion accusatoire, et moi, accusez-moi d'avoir manqué de prudence. Voilà, donc j'ai fait mes 6 mois de suspension, j'ai repris la médecine. Voilà, j'ai dit à ces gens-là que personnellement, j'avais fait exactement ce que j'avais à faire et que si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Ça s'appelle l'intégrité. Et écoutez la sénatrice Laurence Muller-Bronn qui dénonce la pratique de l'ordre des médecins concernant la chasse aux médecins qui prescrivent et qui soignent. En plus des soignants hospitaliers, il y a environ 1350 professionnels de santé libéraux, des médecins, des kinésithérapeutes, des cardiologues, des gynécologues, etc., qui sont interdits d'exercer pour le non-respect de l'obligation vaccinale, selon les chiffres donnés par l'assurance maladie en novembre 2021. Alors que les zones qualifiées de déserts médicaux augmentent, y compris dans les grandes villes, il est urgent de supprimer cette obligation vaccinale dont on connaît maintenant les limites s'agissant de la transmission du virus. À tout cela, ça ne suffit pas encore, et pour décourager encore ces professions médicales qui manquent cruellement de candidats, eh bien depuis quelques semaines, on assiste à une véritable pratique de chasse aux médecins organisée par les directions régionales du service médical ou par les caisses primaires d'assurance maladie. En effet, celles-ci signalent à l'ordre des médecins les praticiens et les mettent en cause leurs prescriptions et les liens qu'ils ont avec leurs patients. Ils sont convoqués devant des tribunaux, sont l'objet de représailles, sont suspendus ou sanctionnés par des interdictions d'exercer. Jusqu'où irons-nous? Nous avons besoin de tous nos médecins et des médecins libéraux aussi, et les médecins sont là pour soigner et non pas pour être sanctionnés. Merci. Voilà, donc maintenant, l'État va encore faire une chasse aux médecins qui veulent encore vacciner de force. Et bien évidemment, bon nombre de médecins intelligents refuseront tout cela et seront virés par l'ordre des médecins qui fera le tri et gardera les médecins les plus dociles pour imposer leur dictature médicale. Et écoutez le docteur Louis Fouché. Mouvement autoritaire et de raidissement des structures techno-administratives où on ne serait que des rouages. Et on se rend compte qu'il n'y a plus grand monde aux manettes. J'ai reçu le mémoire en réplique de l'Ordre des médecins il y a quelques jours. Alors eux ont 4 mois pour répondre. Moi j'ai 2 mois, j'ai 2 semaines pour répondre. C'est intéressant. On leur avait donné 300 pages de data scientifique. Et le mémoire en réplique de l'Ordre des médecins arrive à soutenir en avril 2022 que l'hydroxychloroquine est toxique. Ils le savent grâce à l'étude de MERA. Vous savez ce que c'est que l'étude de MERA? L'étude de MERA, c'est une étude rétractée.
C'est l'étude des 96 000 patients inventés par le groupe Surgisphère. C'est la même étude où la secrétaire de cette entreprise Surgisphère, qui a vendu des datas inventés, est une ancienne actrice pornographique. C'est une étude qui n'a aucune valeur. Et l'Ordre des médecins le met au sommet de sa plaidoirie pour dire que l'hydroxychloroquine est toxique et que donc mon discours est insupportable à leurs oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ces gens sont prolétarisés. Ces gens ne savent rien, n'ont plus aucun savoir-faire, n'ont plus aucun savoir théorisé et plus aucun savoir technique. Ce sont des gens incompétents, ignorants, stupides et méchants, pour une très grande majorité d'entre eux, à l'ordre national des médecins, ce qui n'est pas le cas dans les conseils départementaux, où vous avez des gens qui essayent au contraire, dans bien des cas, de prendre soin des médecins. Ça veut dire que ces gens, pareillement que l'administration froide, se sont retrouvés dans le péché originel de leur conseil, qui, vous vous en souvenez, a été créé au moment de Vichy, de la collaboration de Pétain. Et donc, il y a un péché originel de cet ordre des médecins qui est là, en fait, pour collaborer avec les puissances d'argent, avec les puissances bellicistes, avec les puissances d'occupation, et qui n'a cure de la médecine, qui n'a cure des patients. Et le suivant est le docteur Michel Procureur, un chirurgien qui a été condamné par l'Ordre des médecins à 3 ans d'interdiction d'exercer. Bonjour à tous. Certains me connaissent, je m'appelle Michel Procureur, je suis médecin chirurgien ORL depuis 35 ans. J'ai fait mes études en Belgique à l'UCL et ai travaillé plus de 30 ans dans l'ouest de la France comme chirurgien ORL. Lors de l'épisode Covid, j'ai voulu protéger mes enfants et mes patients des effets secondaires de ces injections et j'ai donc réalisé des faux passes sanitaires. Un pharmacien chez qui j'allais chercher mes doses de vaccin m'a dénoncé et j'ai été condamné par l'Ordre des médecins à une interdiction d'activité de 3 ans. Je fais appel de cette décision et je suis toujours en procédure. J'étais en relation avec de très nombreuses victimes des injections géniques à ARN modifié, en France comme en Belgique. Je peux vous citer le cas de Myriam Rio qui a perdu son fils de 24 ans, étudiant en médecine à Nantes, après une seule injection. Également le cas d'Élodie Magne, qui avait 21 ans, la fille de Didier Magne, qui est décédée d'une thrombose de la carotide. De Michel Musso, qui a perdu sa fille Eva à l'âge de 30 ans après injection dans le centre de Gardanne, dans le sud de la France. Dans ce même centre qui a vu le décès de Sofia Benarira à l'âge de 17 ans. Maxime Beltra, qui avait 19 ans également dans le sud, qui est décédé à l'âge de 19 ans d'une tamponnade cardiaque. Je pourrais vous citer une liste interminable de jeunes comme de moins jeunes qui sont décédés directement ou de façon un petit peu retardée par rapport à ces injections. Alors, Marc Jerombeau, qui a perdu sa fille Jennifer, qui avait une 40aine d'années, m'a demandé d'être le parrain de l'association qu'il a créée en Belgique et qui s'appelle Action 200 Belgique. Je suis ici aujourd'hui devant vous pour faire un appel à témoins de toute personne qui a pu constater chez lui ou dans sa famille une dégradation de sa santé suite à ces injections. Il faut savoir que la protéine Spike est extrêmement toxique et qu'elle peut atteindre et produire des dégâts dans tous les systèmes d'organes, que ce soit le système cardiovasculaire, pulmonaire, rénal, gynécologique, neurologique. Il peut également survenir des maladies auto-immunes ou des turbocancers qui peuvent être en relation avec ces injections. Le système immunitaire n'est pas là seulement pour nous défendre des bactéries, des virus ou des champignons, il est là pour réparer notre ADN. Il est également là pour la reconnaissance du soi et du non-soi et éviter de basculer dans des problèmes de maladies auto-immunes. Mes recherches et les contacts scientifiques que j'ai pu avoir depuis 4 ans m'ont vraiment appris beaucoup de choses sur la toxicité de cette protéine Spike vaccinale.
Et donc on peut présenter des problèmes d'AVC, d'embolie pulmonaire, de thrombophlébite, d'infarctus, que ce soit des infarctus mésentériques ou myocardites, des problèmes de myocardite, de péricardite, des atteintes bronchopulmonaires, des atteintes rénales sous forme de glomérulonéphrite ou des atteintes gynécologiques. Sur le plan neurologique, on a pu constater une explosion des cas de maladie de Parkinson, des scléroses en plaques, des scléroses latérales amyotrophiques comme la maladie de Charcot, comme en témoigne Mathieu Dubois, qui est porte-parole d'une association qui s'appelle A Victimes en France et qui recense déjà plus de 38 cas de maladie de Charcot chez des patients jeunes, alors que c'est une maladie qui normalement atteint des patients âgés de plus de 60 ans. Également des maladies à prions comme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dont est décédée Morissette Doyer en 3 semaines d'un Creutzfeldt-Jakob fulminant. Donc je vous le répète, ces injections bouleversent notre système immunitaire et peut provoquer des maladies auto-immunes comme des diabètes auto-immuns, présenter une susceptibilité très accrue aux infections répétées, également peut provoquer l'apparition de cancers très évolutifs sous forme de turbocancer, puisque la protéine Spike inhibe les processus de réparation de notre ADN, notamment par inhibition de gènes anti-oncogènes comme le P53, qui est réputé être notre ange gardien pour réparer notre ADN. Et tout cela, parfois des années après avoir été contraint d'être injecté par de l'ARN messager modifié. Donc je vous rappelle qu'on a pu prouver la présence d'ARN messager modifié et de protéines Spike dans des tumeurs colorectales et dans des turbocancers présentés chez des patients ayant décédé après ces injections. On a pu également retrouver de la protéine Spike et de l'ARN messager modifié 700 jours après les injections, soit 2 ans après les injections. Alors je vous invite aujourd'hui à vous poser la question de la survenue d'effets secondaires tout à fait inhabituels chez des personnes qui étaient en bonne santé, chez vous ou des personnes de votre famille, et à prendre contact avec l'association Action 200 Belgique auprès de Marc Gérombault. C'est une association qui vous permettra d'être écouté et d'envisager de pouvoir faire des dosages de protéines Spike vaccinales, car on peut faire la différence entre la protéine Spike virale et la protéine Spike vaccinale, et donc mettre le doigt et prouver la relation et l'imputabilité, la responsabilité de ces injections dans vos problèmes de santé. Également en faire des dosages de dérivés de fibrinogènes et de dédimères également. Voilà, les dédimères sont des protéines qu'on retrouve dans le sang et qui sont un indice de thrombose de différents organes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Et le suivant est l'excellent docteur Denis Agré, médecin urgentiste qui a été radié à vie de l'Ordre des médecins pour ses propos encore pendant la période Covid et qui va aborder un tout autre sujet, la censure des réseaux sociaux. Bonjour les amis, regardez, un vestige, docteur Denis Agré. Rien que ça les énerve quand je montre ça. Hop, j'appelle ça le gris-gris. Parce que vous savez, ils m'ont radié en janvier 2025. Bon, ça fait que... Ouais, ça fera 1 an bientôt que je peux pas avoir de revenus en France. Alors après, vous avez des gens qui sont d'une mauvaise foi monumentale. Pour ne pas le citer, vous pouvez aller regarder sur TikTok. Il y en a un qui s'appelle Dr Jérôme Marty, mon copain. Il y en a un qui s'appelle Stéphane Oustric, mon copain. C'est le nouveau président du Conseil de l'Ordre. Qui font les ouin-ouin en disant que la pauvre médecine est abandonnée, mais en fait vous avez largué des milliers de médecins pendant le Covid, vous leur avez fait des interdictions d'exercer. Voilà. En aparté, en septembre 2022, j'ai eu une expertise de compétences par 3 experts de médecine générale de Montpellier qui ont reconnu que j'étais compétent.
pour exercer la médecine générale. Donc voilà. Je voulais vous montrer un petit truc, mais c'est pas grave. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a toujours de la censure. Je vous invite, alors pour la censure, pour rappel quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui sont revenus sur ce nouveau compte Facebook, le 15 juillet 2025, mon compte Facebook avec plus de 32 000 abonnés et 50 vidéos a disparu, purement et simplement. J'ai fait appel à une plateforme européenne, a priori, ils s'en fichent. Voilà. Donc, les choses factuelles, elles restent. Vous pouvez aller sur Twitter, ou X France, et je vais vous parler vite fait de la censure, hein. Donc vous allez sur le compte Denis Agré, hein, il y a 68 000 abonnés, bientôt 69 000. Bon, il faut savoir que sur X France aussi, en fait, il y a de la censure. Et ce matin, j'ai republié quelques petits extraits de choses qu'on m'a envoyées. Je vais vous montrer, parce qu'apparemment l'ami Macronus a une amie qui censure, elle est là. Voilà. Et elle s'appelle Claire Dillet, ex-LREM, parachutée à la tête de X France, voilà. Et apparemment, il y a des contenus qui dérangent, hein. Vous allez écouter avec moi. Violation de nos règles de fonctionnement, assez clairement en violation de la loi. Et après, il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué, Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, lesquels, en fait, on va développer, par exemple, ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc, on a lancé... Voilà, donc elle vous a dit qu'il y a des contenus gris pour lesquels il y a des filtres de visibilité, n'est-ce pas? Donc en fait sur Facebook ou sur Twitter, j'imagine qu'il y a des filtres de visibilité, hein, des contenus gris. Alors on aimerait bien savoir ce que c'est les contenus gris. Et donc j'ai écrit est-ce que les mots vaccin, vascularite, myocardite, enfant, décès, agrédenie sont-ils du contenu gris blacklisté? Voilà. Donc au moins c'est écrit, hein. Il y a la vidéo de cette nana sur la chaîne de LCP de l'Assemblée nationale, la chaîne politique. Vous voyez, ça a été partagé que 17 fois, hein, donc ma foi. Et oui, parce que nous aussi, les créateurs de contenu, nous avons presque l'équivalent de l'ordre des réseaux sociaux. Nous avons été virés de YouTube, Facebook et Twitter pour dire à l'époque ce que tout le monde dit maintenant sur ces injections totalement toxiques. Mais bref, les procès commenceront très bientôt. Écoutons le ministre de la Santé américaine, Robert Kennedy Jr. My initial inclination would be to use the Justice Department and the moral authority of the office, but also, you know, the Justice Department should immediately call in begin an investigation of the medical boards and the collusion between the pharmaceutical industry and the medical boards that are delicensing these physicians who actually try to heal patients and try to treat them. The Justice Department will also call in the medical journals that are corrupted by the pharmaceutical industry and explain to them that they're all going to be subject to criminal and civil RICO actions if they don't show us a way that they're going to stop revoking studies and refusing to publish studies that challenge the mercantile interests of pharmaceutical companies. We're going to change the way business is done at NIH. Évidemment, ce grand nettoyage américain va sérieusement impacter toute la corruption mondiale de toutes les industries pharmaceutiques, les industries les plus rentables du monde entier. Et écoutons le docteur Benoît Hox, Luxembourg, qui a reçu une suspension d'1 an d'exercice de la médecine pour avoir prescrit des médicaments non autorisés contre le Covid et certainement aussi pour dire cela. Une autre chose toute simple, parce que j'explique ce qu'est le Covid. J'aime bien prendre l'exemple du Japon. Première phase de Covid au Japon, avant le vaccin, il y a 4000 morts. D'accord? Il y a 100 000 morts ici en France. Or, il y a 2 fois plus de population au Japon qu'en France. D'accord? Ce qui fait qu'il y avait 30 fois plus de morts en France qu'au Japon pour la première phase du Covid. Quand ils ont commencé le vaccin au Japon, on est passé en une année de 4000 morts à 20 000 morts. Donc, je reprends les choses. Première année,
de Covid au Japon, 4000 morts. C'est très très peu de morts. C'est 30 fois moins de morts qu'en France. Ils font le vaccin au Japon, ils ont multiplié la mortalité par 5. Je pense que si les gens comprennent ce que je dis, 4000 morts en une année avec du Covid, et on commence le vaccin, il devrait y avoir moins de morts. Oui, parce que il est censé protéger. On a multiplié la mortalité par 5. On parle uniquement de Covid. Je parle pas des effets indésirables du vaccin qui sont catastrophiques. Uniquement du Covid. On a multiplié la mortalité par 5 avec le vaccin. Eh bien, malgré ces propos qui ont dérangé la doxa dominante, le docteur Benoît Hox a gagné en appel. En mars 2023, je suis passé au tribunal j'ai été mis au tribunal par le collège médical, qui a demandé 2 ans de suspension pour avoir parlé en public. Et depuis cette histoire, j'ai demandé la récusation de mon juge qui m'avait traité de complotiste. Et aujourd'hui, nous avons eu le verdict de la Cour supérieure de justice. Le juge a été récusé. Alors, et bien évidemment, bravo à lui et passons au docteur Alain Collignon, Belgique, condamné à 2 ans de suspension pour ses propos encore pendant toute la période Covid et qui s'attaque maintenant à l'ordre des médecins de son pays. Nous voulons que nos petits-enfants vivent dans un monde libre où il sera possible d'être heureux. Nous sommes nombreux à lancer des procédures en justice. Isabelle Duchâteau, Stéphane Résimon, Frédéric Goareguer, Laurence Kayser, Thierry Schmitz, Pascal Sacré, Éric Bette, David Bouillon. La liste est longue. Nous sommes dans les tranchées face à un ennemi puissant qui a placé ses lieutenants au poste clé, notamment Benoît de Gemep, président de l'Ordre national. L'Ordre des médecins mène des offensives agressives contre tous nos confrères qui tentent de résister à la censure. Or, une brèche est d'ores et déjà ouverte dans le rempart de l'ordre. Un médecin qui a introduit un pourvoi en cassation a fait réformer un jugement qui le condamnait pour abus de liberté d'expression. Nous pouvons faire en sorte que ce jugement fasse jurisprudence. 2025 et 2026 seront des années cruciales pour inverser la tendance, en faisant écho en Belgique et en Europe au formidable élan de vérité qui fait aujourd'hui vibrer l'Amérique. Elle a créé un autre ordre, un ordre alternatif, l'ordre universel des praticiens de la santé, le OUPS. Quel est le but de l'ordre universel des praticiens de la santé? 1, c'est de faire un véritable ordre. Un ordre, ça s'occupe de l'éthique, de la déontologie. Et nous avons estimé, le docteur Goareguer, qui est un des conseillers fondateurs, le docteur Kayser et d'autres qui ne sont pas ici, nous avons décidé de faire une structure qui a 2 caractéristiques. Absolument aucune hiérarchie. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de trésorier, il n'y a pas de secrétaire. Pourquoi n'y a-t-il pas de président? Parce qu'alors on en arrive vite à des problèmes d'ego. Pourquoi n'y a-t-il pas de trésorier? Parce qu'il n'y a pas un franc. Il n'y a pas de compte en banque à l'OUPS, Ordre universel des praticiens de la santé. Il n'y a pas d'argent et il n'y a pas que des médecins. Il y a des médecins, des praticiens de la santé de tout genre et des citoyens. Parce que nous estimons que, et c'est grâce à cela d'ailleurs qu'on a un retentissement assez important et une notoriété qui va grandissante, nous estimons que la déontologie est désormais l'affaire de tout le monde, et pas uniquement de médecins, francs-maçons ou à l'Opus Dei qui décident en groupe de l'avenir de la société. Cet ordre connaît un succès retentissant. Nous avons déjà plus de 3600 membres adhérents, alors qu'il a été créé le 13 mai. Ouais, donc j'espère que le salut viendra de cet homme. Une chose est sûre, c'est que je ne pouvais pas mettre tous les témoignages de tous les docteurs suspendus et radiés, tellement ils sont nombreux. On nous parle de déserts médicaux, mais l'État, via l'Ordre des médecins, suspend absolument tous les médecins qui se montrent réfractaires à toute cette décadence du monde de la santé. Ce que révèle l'Ordre des médecins, c'est la faillite totale d'un système censé protéger l'intérêt général, mais qui est gangréné par l'opacité, les collusions et l'impunité totale. Cette institution ne mérite plus la confiance du public. Les témoignages, les chiffres, les faits sont absolument irréfutables. La
discipline sert trop souvent de rempart pour défendre les intérêts privés plutôt que la santé des patients. Il est temps d'ouvrir les yeux, mes amis, de questionner notre confiance dans toutes les autorités médicales et d'exiger une refonte totale de ce système pourri jusqu'à la moelle. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort, les amis, et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.